Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce vendredi 18 décembre au Nigeria avec quelques détails sur la conférence de la CEDEAO qui s'est tenue à Abuja. Nous vous le disions hier, les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont notamment beaucoup travaillé sur la question de la lutte contre le terrorisme dans la région. Eh bien, les dirigeants ouest-africains ont émis hier une série de recommandations, comme par exemple celle de l'interdiction du voile islamique intégral ou burqa. La mesure de précaution vise à éviter les attaques des femmes kamikazes, que vous savez de plus en plus nombreuses. La décision est inédite dans cette région qui compte de nombreux pays à majorité musulmane. Complément d'explication avec Kadri Désiré Ouedraogo, le président de la commission de la CEDEAO. Sometimes some terrorist acts can be under the cover of a certain... Parfois, certains actes terroristes peuvent être sous couvert d'une certaine manière de s'habiller qui ne permet pas au personnel de sécurité d'identifier qui est derrière ces vêtements. C'est la raison pourquoi les chefs d'État, en prenant compte de leur propre expérience dans leur pays, ont décidé que tous les vêtements qui rendent impossible l'identification d'une personne, alors les pays membres, en prenant compte de leur propre situation et leur environnement culturel, sont encouragés à prendre des mesures pour interdire cette sorte de vêtements qui ne permettent pas au personnel de sécurité d'identifier la personne. Comme vous l'avez compris, donc les 15 dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont toutefois convenu que chaque pays pourrait agir en fonction de ses réalités nationales. En Afrique de l'Ouest toujours, la Côte d'Ivoire a vu hier l'ouverture d'un important procès. 19 personnes ont comparu à Abidjan devant le tribunal militaire pour assassinat et complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de sa famille ainsi que de sa garde rapprochée en 2002. Robert Gueye était un ancien chef de la junte en Côte d'Ivoire, battu à la présidentielle de 2000 par Laurent Gbagbo. Parmi les 24 militaires qui sont accusés figure notamment le général Dogbo Blé, un ancien homme fort du régime de M. Gbagbo, ainsi que Anselme Sekayapo, un ancien responsable de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président. Au cœur du continent, l'enquête sur les accusations de viol d'enfants centrafricains par des soldats des Nations Unies est un échec flagrant. C'est ce qui ressort du rapport d'une centaine de pages qui a été rendu public hier par un groupe de 3 experts indépendants. Ce rapport très attendu dénonce des dysfonctionnements graves au sein de l'institution internationale, sur place à Bangui, mais aussi de la part des hauts responsables à Genève et à New York. Pour Marie Deschamps, qui est présidente de cette commission d'enquête de l'ONU, ces graves manquements résultent, je cite, d'une situation où les documents sont passés de boîte mail en boîte mail, chacun pensant que quelqu'un d'autre serait responsable. Le rapport critique nommément certaines personnalités, comme par exemple l'ancien chef de la MINUSCA, le Sénégalais Babacar Gaye, qui a démissionné en août dernier. Il pointe aussi du doigt des responsables de l'UNICEF à Bangui, ainsi que du Haut Commissariat pour les droits de l'homme de l'ONU. Ces personnes n'auraient pas transmis les accusations à leurs supérieurs hiérarchiques ou alors n'auraient pas agi assez vite pour protéger et aider les enfants victimes. Écoutez. En vérifiant ce qui s'est passé sur le terrain à Bangui, on s'est rendu compte que 2 hauts gradés avaient abusé de leur pouvoir. De notre point de vue, c'est un échec flagrant. Non seulement cela montre un abus de pouvoir des 2 hauts gradés à titre individuel, mais cela souligne aussi les manques à un niveau institutionnel. On a découvert que la responsable du bureau des services du contrôle interne de l'ONU avait abusé de son pouvoir en s'éloignant des protocoles en cours et établis et en n'utilisant pas d'autres mécanismes qui auraient assuré une procédure juste. Elle a compris l'indépendance ou en tout cas l'apparence d'indépendance de son bureau. Rappelons que 14 soldats français sont mis en cause par ces accusations de viol en Centrafrique, de même que d'autres militaires de Guinée équatoriale et du Tchad. Pour le moment, la justice française a entendu 4 militaires français début décembre dans le dossier centrafricain.
Nous vous parlions hier de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce au Kenya, qui a notamment vu l'accession de 2 nouveaux pays, le Libéria et l'Afghanistan. Eh bien, comme souvent, la réunion de l'OMC a été perturbée par une manifestation. Hier, des groupes de la société civile ont protesté contre 20 ans de dérégulation, de règles agricoles injustes. Leur revendication, notre monde n'est pas à vendre. Je vous propose d'écouter la directrice des programmes internationaux au Centre de recherche pour l'économie et les pratiques. Nous avons le sentiment qu'après 20 ans de dérégulation et de règles agricoles injustes qui permettent aux pays riches de subventionner leurs agriculteurs, y compris à l'export, mais ne permettent pas aux pays pauvres de subventionner les siens, même pour la sécurité alimentaire, que les règles doivent vraiment changer. Nous ne voulons pas que de nouvelles questions soient soulevées, c'est juste une liste de souhaits pour que l'OMC fasse plus de bénéfices. Aucun progrès n'a été fait sur les 2 principales demandes des pays en développement en matière d'agriculture. La seule chose sur laquelle ils sont d'accord est de négocier. Nous négocions ces questions depuis 14 ans. Nous voulons qu'une décision soit prise. Au sud du continent à présent, un symbole de l'histoire précoloniale d'Afrique du Sud attise de plus en plus les convoitises. Le rhinocéros en or est un véritable trésor, bien que longtemps méprisé par le gouvernement d'apartheid. Le rhinocéros en or, c'est une superbe figurine qui date du XIIIe siècle. Actuellement visible dans une toute petite galerie sombre du musée de l'université de Pretoria, eh bien cette œuvre d'art est décrite par les experts comme l'équivalent sud-africain du masque de Toutankhamon. La délicate sculpture, qui mesure 15 cm de long et pèse seulement 42 grammes, est étonnamment bien conservée. La corne de l'animal, son corps ainsi que ses fines oreilles sont quasiment intactes. Aujourd'hui, les plus grands musées du monde souhaitent pouvoir l'exposer. Sa première exposition à l'étranger se fera en 2016 et c'est le fameux British Museum de Londres qui en a obtenu ce privilège. Sian Tailenel, la conservatrice des musées de l'université de Pretoria, estime qu'à cause de l'histoire coloniale de l'Afrique du Sud, les gens sont inquiets à l'idée que des objets du patrimoine quittent le pays et soient exposés à l'étranger. Pour elle, il s'agit d'expositions temporaires dont les objets reviendront évidemment dans leur pays d'origine. Plus de détails. Il n'y avait pas que le rhinocéros en or. Il y avait 3 tombes qui contenaient de l'or. Mais quand ils ont fouillé tout le site, ils ont mis à jour beaucoup de matériaux archéologiques, des céramiques, des perles, etc. Ça avait une portée internationale. Le gouvernement de l'apartheid ne reconnaissait pas les cultures indigènes. Pour eux, l'histoire a commencé en 1652 quand Jan van Riebeeck est arrivé au Cap. Mais Mapungubwe prouve que l'Afrique du Sud a une histoire très riche. L'Afrique australe n'était pas une vaste terre mythique non peuplée, il y avait une culture riche. Le peuple de Mapungubwe faisait du commerce au niveau international avec l'Égypte, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Nous avons retrouvé des fragments de céladons chinois. Terminons ce flash information au Cameroun. Le site de petites annonces Kerawa.com vient d'organiser à Douala une foire exposition. L'événement s'est voulu un lieu de rencontre entre les utilisateurs du site et aussi les administrateurs de Kerawa.com. L'occasion pour quelques accros du shopping de réaliser quelques bonnes affaires, mais il était surtout question de rendre un vibrant hommage à ce petit village camerounais de Kerawa, victime depuis bientôt 1 an des attaques terroristes du groupe armé Boko Haram. Jeff Tchémédié et Anne Gollet ont fait un tour au village Kerawa pour Vox Africa. Une foire pour matérialiser ce qui dans l'esprit de beaucoup est considéré comme du virtuel. Le site de petite annonce Kerawa.com a organisé à Douala les 11 et 12 décembre dernier une foire dénommée Village Kerawa. Une foire qui sort des sentiers battus avec comme particularité la possibilité de rencontrer physiquement les différents acteurs du commerce en ligne au Cameroun. Et pour marquer l'événement, nombre de ces sites en ligne ont répondu présent à l'appel en faisant le déplacement et en exposant physiquement ce que beaucoup ne contemplent que derrière un écran d'ordinateur. D'après les organisateurs, c'est plus d'une centaine d'entreprises ou start-up qui ont exposé leurs produits ou services dans des domaines aussi variés que l'art, l'agroalimentaire et la cosmétique.
On a des artisans qui viennent exposer des produits artisanaux. Ils ont des bijoux avec des matières, des produits comme des vêtements africains, des produits d'objets afritudes. On a un coin goûter qui est là pour l'attraction des enfants. On a également une vinothèque, c'est-à-dire un exposant qui vient nous proposer des vins de différents pays, etc., des produits de la source africaine même. On a également comme principale attractivité, on a la gastronomie. Je suis très satisfaite et déjà, je peux déjà remarquer que les Camerounais qui sont ici ont essayé de faire ressortir nos atouts, c'est-à-dire en bijoux, en vêtements, et aussi les mets traditionnels que Dev Services ont offert. Je dis, vous voyez bien du ndolé, vous voyez du riz, et puis de la braise qui est typique de chez nous, le Cameroun. Donc je suis très contente. Une diversité de produits qui fait la joie des visiteurs et surtout des accros du shopping qui ne boudent pas leur plaisir. Des bonnes choses et rares surtout qu'on ne trouve pas partout. Mais bon, il faut qu'elle révise encore ses prix, parce que là, mais sinon, c'est la qualité quand même, ça c'est sûr. J'ai vu des trucs pour enfants avec des bons petits prix, mais là je suis en train de chercher la taille de ma fille, ça va. Au final, c'est plus de 4000 visiteurs qui auront fait le déplacement. Un pari réussi pour Kerawa.com, organisateur de l'événement, qui avait assigné un double objectif à cette foire. L'objectif de la foire, en fait, c'est de permettre à tous nos clients, en tout cas une bonne partie de nos clients, de rencontrer leur public en offline. Parce que en fait, Kerawa, c'est un site web, donc nous sommes essentiellement online. Et les gens pensent souvent que ce qui est online n'existe pas réellement, qu'on ne peut pas toucher. Donc l'idée, c'était de faire cette foire, d'une part, pour que tous ces visiteurs-là rencontrent leurs clients qu'ils ont via le site. Et d'autre part, de rendre aussi un petit hommage au village Kerawa au nord du Cameroun, qui souffre en ces moments beaucoup de terrorisme. Un succès qui ouvrira certainement la voie à la deuxième édition des villages Kerawa. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 18 décembre 2015. En ce qui me concerne, j'aurai très grand plaisir à vous retrouver le lundi 4 janvier 2016. En attendant, passez d'excellentes fêtes de fin d'année sur Vox Africa.